Blueprint 30, relations conscientes et partenariat. Chapitre 1, je suis un être complet, co-créateur du tiers sanctuaire. Je m'installe dans mon centre, je respire, je suis ici, dans ce corps, une conscience souveraine. J'ai longtemps cherché l'amour comme un remède à un manque, je peux encore sentir le souvenir de cette quête, une sensation de vide, un courant d'air froid dans mon âme, la croyance que j'étais une moitié cherchant une autre moitié pour enfin être complet. Cette quête était une illusion, une chasse aux fantômes qui me maintenait dans un état de faim perpétuel. Je reconnais cette vieille histoire, je la remercie pour les leçons qu'elle m'a apprises et je la laisse se dissoudre dans la lumière de ma conscience actuelle. Je ne suis pas une moitié, je suis un univers. Je ressens ma propre complétude, non pas comme une idée, mais comme une réalité physique. C'est une sphère de lumière chaude et dense au centre de ma poitrine, un soleil intérieur qui ne dépend d'aucune source extérieure pour briller. Je suis entier, je suis complet, je suis suffisant. Ma valeur est intrinsèque et non négociable. Depuis cet espace de plénitude, ma vision de la relation se transforme radicalement. Je ne cherche plus la fusion, cette dissolution de deux êtres incomplets en une bouillie de dépendance. Je cherche la co-création. Je visualise mon être, cette sphère de lumière, et l'être de mon partenaire, une autre sphère de lumière, tout aussi complète et souveraine. Nous ne nous heurtons pas, nous ne nous fondons pas, nous nous approchons, avec respect et intention. Et dans l'espace sacré entre nous, nos deux lumières se combinent pour donner naissance à une troisième entité, une nouvelle dimension. C'est le tiers sanctuaire. Je peux le sentir. C'est un champ d'énergie vibrant, un espace invisible mais tangible, créé par notre volonté commune. Cet espace n'appartient ni à moi, ni à l'autre. Il nous appartient à tous les deux. Et en même temps, il a sa propre vie. C'est un havre de paix, un laboratoire de croissance, un terrain de jeu pour nos âmes. Je ne suis pas une moitié en quête. Je suis un être complet, un architecte, un co-créateur de monde. Et ma mission est de trouver un autre architecte avec qui bâtir. Chapitre 2, je prends la responsabilité radicale de mes émotions et de mes besoins. Je me reconnecte à cette sensation de complétude, à mon soleil intérieur. Un être complet ne sous-traite pas sa météo intérieure. Je regarde mon paysage émotionnel, les vagues de joie, les tempêtes de colère, les brouillards de tristesse. L'ancien moi aurait cherché un responsable à l'extérieur. Tu m'as mis en colère, tu m'as rendu triste. Je peux encore sentir le goût de l'impuissance dans cette posture, la mentalité de victime qui donne aux autres les clés de mon royaume intérieur. Aujourd'hui, je révoque toutes les délégations de pouvoir. Je prends la responsabilité radicale et absolue de chaque émotion qui me traverse. Elles ne sont pas causées par les autres. Elles sont déclenchées en moi, par moi. Elles sont des messagers de mon propre monde intérieur. Je ressens une vague de colère monter. Je ne la projette plus sur l'autre. Je la ressens dans mon corps. Une chaleur, une tension. Je l'accueille. Bonjour, colère. Quel besoin en moi n'est pas satisfait? Quelle limite a été franchie? Je deviens mon propre traducteur émotionnel. De la même manière, mes besoins sont miens. Je ne suis plus un enfant qui attend que l'autre devine et comble ses manques. Je suis un adulte souverain qui identifie ses propres besoins de connexion, de solitude, de reconnaissance, de sécurité et qui apprend à se les donner à lui-même d'abord. Quand j'exprime une émotion ou un besoin à mon partenaire, ce n'est plus une accusation ou une demande. C'est une révélation, c'est une invitation. Voici ce qui se passe dans mon monde. Je te le partage en toute transparence. Cet acte de responsabilité n'est pas un fardeau, c'est la libération ultime. Il me rend invulnérable aux manipulations émotionnelles et met fin au jeu du blâme. Je suis la source de mon propre état. Et en étant un havre de paix pour moi-même, je deviens un partenaire infiniment plus sécurisant pour l'autre. Chapitre 3. Je guéris mes propres blessures pour entrer dans la relation sans attente. Je suis complet. Je suis responsable, mais dans le sol de ma complétude, il y a des cicatrices, des terres arides laissées par les blessures du passé, les trahisons, les abandons, les rejets. L'ancien moi aurait cherché un partenaire pour être son guérisseur, son sauveur. Il serait entré dans la relation avec une attente cachée, une dette invisible, chargeant l'autre de la mission impossible de réparer ce qu'il n'avait pas cassé. Je reconnais ce schéma comme la recette du désastre. Je suis mon propre guérisseur. Mon passé est ma responsabilité. Je descends dans les cryptes de ma mémoire, non pas pour y rester, mais pour y apporter de la lumière. Je regarde mes blessures, non pas avec apitoiement, mais avec la compassion d'un médecin sage. Je nettoie les plaies avec le baume de l'acceptation. Je les expose à la lumière du pardon, le pardon pour les autres et surtout le pardon pour moi-même. Je comprends que ces blessures ne sont pas des faiblesses. Elles sont les portails par lesquels ma plus grande sagesse et ma plus grande force peuvent émerger. C'est un travail solitaire
est sacré. Je le fais pour moi, pour retrouver ma plénitude. Et en faisant ce travail, je prépare le terrain pour la construction du tiers sanctuaire. J'entre dans la relation non pas avec une liste de demandes, mais avec un cœur ouvert et des mains pleines. Je n'attends rien de l'autre. Je ne lui demande pas de panser mes plaies, de combler mes vides, de calmer mes peurs. Je suis déjà engagé dans ce travail. Par conséquent, je suis libre de le voir et de l'aimer pour qui il est vraiment. Non pas pour la fonction qu'il pourrait remplir dans ma vie. Ma guérison me libère de l'attente. Et cette absence d'attente est le plus grand cadeau que je puisse offrir à une relation. C'est le sol fertile sur lequel un amour conscient peut véritablement s'épanouir. Chapitre 4. Ma communication est claire, honnête et vulnérable. Je suis un être complet, debout à la lisière de mon propre univers. En face de moi, un autre être complet, un autre univers. Pour construire le tiers sanctuaire, nous devons bâtir un pont. Ce pont n'est pas fait de matière, mais de mots, d'intention, de vérité. Je deviens l'ingénieur de ce pont. Ma communication n'est plus un jeu de hasard, une réaction instinctive. C'est un acte de construction, conscient, précis et délibéré. Je choisis la clarté. Mes paroles ne sont plus un brouillard d'insinuations et de suppositions. Je les vois comme des briques de verre cristallin, taillées avec précision. Avant de parler, je clarifie ma propre pensée. Qu'est-ce que je ressens vraiment? Quel était mon besoin exact? Quelle est ma demande précise? Puis, je pose mes briques une par une, sans ambiguïté. J'utilise le « je ressens »,« j'ai besoin de »,« je demande ». Je ne parle pas pour l'autre, je ne l'accuse pas. Je révèle mon propre monde avec une objectivité chirurgicale. Je choisis l'honnêteté. Je ne dis plus ce que je pense que l'autre veut entendre. Je ne cache plus les vérités inconfortables pour maintenir une fausse paix. Cette fausse paix est une fissure dans les fondations du sanctuaire. Mon honnêteté est radicale, mais elle est toujours enveloppée de bienveillance. Je partage ma vérité non pas comme une arme, mais comme un cadeau, une offrande de confiance. Je choisis la vulnérabilité. Je comprends que la véritable force n'est pas dans l'invulnérabilité de l'armure, mais dans le courage d'exposer son cœur. Je partage mes peurs, mes doutes, mes insécurités. Ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est la plus grande preuve de confiance que je puisse offrir. C'est une invitation à mon partenaire à déposer sa propre armure. Je construis ce pont, brique par brique, clair, honnête, vulnérable. C'est un pont transparent, solide, capable de supporter le poids de n'importe quelle vérité. Chapitre 5. J'écoute, avec une présence totale et une empathie profonde. Le pont est construit. Je sais comment envoyer des messages clairs et honnêtes, mais un pont doit supporter le trafic dans les deux sens. Je dois maintenant devenir le récepteur le plus pur, le plus profond. Je ne suis plus l'ingénieur qui parle. Je suis l'espace qui écoute. Mon écoute n'est plus une activité. C'est un état d'être. Je ne me contente pas de faire taire ma bouche. Je fais taire le vacarme dans ma tête. Je fais taire l'avocat intérieur qui prépare sa réfutation, le juge qui évalue la validité des propos, l'expert qui cherche une solution. Je les congédie tous. Je deviens un espace vide, un silence pur, un lac de montagne parfaitement immobile, capable de refléter le ciel sans la moindre distorsion. Quand mon partenaire parle, ces mots ne sont que des cailloux jetés à la surface. Mon attention ne se fixe pas sur les ondulations. Mon attention plonge en dessous. J'écoute le silence entre les mots. J'écoute la musique de sa voix, le rythme de sa respiration, la mélodie de son cœur. Je ne cherche pas à comprendre avec ma tête. Je cherche à ressentir avec tout mon corps. C'est mon empathie profonde. Je ne dis pas « je comprends ce que tu ressens ». Je le ressens. Je ressens l'écho de sa joie dans ma poitrine, le poids de sa tristesse dans mes épaules. Je suis avec lui. Je ne le sauve pas. Je ne le répare pas. Je lui offre le cadeau le plus sacré qui soit. La certitude absolue qu'il n'est pas seul dans son univers. Dans cet espace de présence totale, il peut déposer ses fardeaux, explorer ses propres vérités, se sentir vu, entendu et accepté à un niveau que les mots seuls ne pourront jamais atteindre. C'est ainsi que je nourris la fondation du tiers sanctuaire. Chapitre 6. Je comprends et j'honore les langages de l'amour de mon partenaire. J'ai appris à parler avec clarté et à écouter avec présence. Le pont de communication est solide et le trafic est fluide. Je vais maintenant affiner la nature de ce que je communique. Je comprends que l'amour, l'appréciation, le soutien ne sont pas des concepts universels. Ce sont des langues, et pour que mon message d'amour soit véritablement reçu, je dois le parler dans la langue maternelle de mon partenaire. Je deviens un linguiste de l'amour, je mets de côté mon propre langage, ma manière naturelle d'exprimer et de recevoir de l'affection. C'est ma langue maternelle, mais ce n'est peut-être pas la sienne. Je deviens un étudiant, un détective. J'observe, j'écoute. Comment mon partenaire exprime-t-il son affection aux autres? De quoi se plaint-il le plus souvent? Tu ne me dis jamais que... Nous ne passons jamais de temps. Ces plaintes sont la clé, la pierre de Rosette qui me révèle son langage principal. Je décode sa langue. Est-ce celle des mots de valorisation? Si c'est le cas, je comprends que mes compliments,
Mes encouragements, mes « je t'aime » ne sont pas de simples mots. Ce sont des briques qui construisent sa sécurité intérieure. Est-ce la langue des moments de qualité? Je comprends alors que mon attention totale et indivisible est le nutriment le plus précieux que je puisse lui offrir. Est-ce la langue des cadeaux, des services rendus, du contact physique? Je ne vois plus ces choses comme de simples actions, mais comme la traduction littérale et tangible de mon amour pour lui. Je ne parle plus seulement ma langue en espérant être compris. C'est de la paresse, c'est de l'égoïsme. J'apprends sa langue et je la parle avec fluidité et intention. Cet acte de traduction est l'un des plus grands actes d'amour. C'est la reconnaissance que mon partenaire est un univers différent du mien, avec ses propres lois et son propre langage. Et c'est ma joie et mon privilège de l'apprendre. Chapitre 7. Je transforme les conflits en opportunités de croissance et de connexion. Je suis dans le tiers sanctuaire. L'espace est habituellement serein, une résonance d'harmonie. Mais aujourd'hui, une dissonance se fait sentir. Un conflit, une tension. Je ressens l'écho de ma réaction primitive. Une contraction dans le ventre, une montée de chaleur dans la poitrine, l'armure qui se remet en place. C'est l'instinct de la défense, de la justification, de la victoire. Je reconnais cette vieille énergie. Je la respire et je la laisse passer à travers moi sans m'y accrocher, car je sais que le conflit n'est pas une menace pour le sanctuaire. C'est un test de résistance pour ses fondations. C'est une opportunité. Je ne vois plus un adversaire, je vois un partenaire face à un problème que nous partageons. L'ennemi n'est pas lui, l'ennemi est le malentendu, le besoin non exprimé, la perspective limitée. Je refuse de jouer au jeu du blâme. Je propose un nouveau jeu, celui de la résolution collaborative. Je déploie un protocole, une séquence d'actions aussi précise que celle d'un chirurgien. Étape 1, je crée un espace-temps sécurisé. Je mets la conversation en pause si elle devient trop chaude. Je vois que c'est important pour nous deux. Prenons 5 minutes et revenons-y avec plus de calme. Étape 2, je me concentre sur la compréhension, pas sur l'accord. Mon unique objectif est de comprendre le monde de mon partenaire avec une telle clarté qu'il se sente totalement entendu. J'utilise mon écoute la plus profonde. Je pose des questions pour clarifier, pas pour contre-attaquer. Étape 3. Je parle de mon propre monde en utilisant le « je » radical. Je prends la pleine responsabilité de mes émotions et de mes interprétations. Étape 4. Une fois que nous nous sentons tous les deux compris, et seulement à ce moment-là, nous déplaçons notre attention vers la recherche d'une solution. Nous ne cherchons pas un compromis où chacun perd un peu. Nous cherchons la troisième voie, la solution créative qui honore les besoins fondamentaux des deux. Chaque conflit que nous traversons avec ce protocole n'est pas une cicatrice, c'est un renforcement. C'est comme la pression sur une structure en béton qui, une fois durcie, la rend encore plus solide. Nous ne sommes pas des adversaires, nous sommes des partenaires dans l'art de transformer la friction en force. Chapitre 8. Je maîtrise l'art de la réparation rapide et de la co-régulation émotionnelle. Même avec le meilleur des protocoles, des erreurs se produisent. Un mot maladroit, une réaction impatiente, une blessure involontaire. Je ressens le moment précis de la déconnexion. C'est un clic froid et subtil. L'harmonie du tiers sanctuaire est rompue. Une fissure apparaît dans la structure. L'ancien moi, gouverné par l'ego, aurait attendu. Il aurait attendu des excuses, il aurait laissé la fissure s'élargir, remplie par le silence et le ressentiment. Cette voie est celle de la destruction lente. Je la rejette. Je deviens l'artisan du kintsugi, cet art japonais qui répare les céramiques brisées avec de l'or. Je vois la fissure non pas comme une honte, mais comme une opportunité de rendre la structure encore plus belle et plus précieuse. Mon premier principe est la vitesse. L'orgueil est le poison. Je n'attends pas. La seconde où je sens la déconnexion, je tends la main pour initier la réparation. Aïe, ce que je viens de dire était maladroit. Laisse-moi reformuler. Ou simplement, je suis désolé. Ces mots sont l'or liquide que je verse dans la fissure. Si mon partenaire est celui qui est émotionnellement submergé, je ne me laisse pas entraîner dans sa tempête. Je deviens l'encre. C'est l'art de la co-régulation. Je ressens mon propre système nerveux se calmer délibérément. Je ralentis ma respiration. Je baisse le ton de ma voix. Ma propre paix devient un diapason qui invite son système nerveux à se réharmoniser avec le mien. Je n'ai pas besoin de le convaincre avec des mots. Mon calme est le message. Mon calme dit « Nous sommes en sécurité. Le sanctuaire est solide. Nous pouvons réparer ça. Notre compétence n'est pas de ne jamais nous blesser. Notre compétence est notre capacité à réparer les blessures presque instantanément, transformant chaque rupture potentielle en une cicatrice d'or qui témoigne de notre résilience. » Chapitre 9. Je cultive la polarité pour maintenir la passion et l'attraction. Le sanctuaire est solide, il est sûr, il est un havre de communication et de réparation.
C'est un amour profond, basé sur la confiance et la compréhension. Mais le sanctuaire n'est pas seulement une bibliothèque paisible, il doit aussi être un temple avec un feu sacré. La sécurité et le confort, s'ils ne sont pas équilibrés, peuvent mener à la stagnation, à une amitié aimante mais plate. Je comprends que la passion ne se nourrit pas de la similitude, mais de la différence. Elle se nourrit de la polarité. Je ne cherche pas à fusionner avec mon partenaire au point de devenir indiscernable, je cherche à célébrer et même à amplifier nos différences énergétiques. Je ressens ces énergies, non pas comme des genres, mais comme des pôles, le masculin et le féminin. L'un est le rocher, immuable, présent, focalisé sur la mission. L'autre est l'océan, fluide, expressif, rayonnant de vie. Je cultive consciemment mon propre pôle, je m'ancre dans ma propre essence. Je ne perds pas mes passions, mes amitiés, ma mission personnelle dans la relation. Je les nourris. C'est cette complétude et cette direction qui créent un pôle stable, et j'honore et j'encourage mon partenaire à faire de même. Je ne cherche pas à le contrôler ou à le rendre plus semblable à moi. Je célèbre sa liberté, son mystère, son altérité. C'est dans l'espace entre ces deux pôles bien définis que l'étincelle jaillit. C'est une tension délicieuse, un jeu de magnétisme, une danse. Nous créons cette polarité par la surprise, par l'aventure, en sortant de la routine, en maintenant une part de séduction et de mystère. Le tiers sanctuaire est notre base de sécurité absolue. Et c'est depuis cette sécurité que nous pouvons jouer le jeu excitant de l'attraction, en sachant que le feu de la passion, loin de menacer la structure, est ce qui la maintient chaude, vivante et illuminée. Chapitre 10. Je co-crée une vision inspirante et alignée pour le tiers sanctuaire. Notre sanctuaire est un havre de paix, un espace de réparation, un temple de passion. Il est solide dans le présent, mais pour qu'il ait un avenir, il doit avoir une direction. Une relation qui ne grandit pas est une relation qui meurt. Je ne suis plus seulement un co-architecte de l'espace présent, je deviens un co-cartographe de nos futurs possibles. Je ne cherche pas à imposer ma propre vision. Je sais que la seule vision durable est une vision partagée, co-créée. J'initie un nouveau type de conversation. Ce n'est pas une conversation sur les problèmes à résoudre ou les tâches à accomplir. C'est une conversation sur les rêves. Je pose des questions ouvertes et expansives. Si nous pouvions créer n'importe quelle vie ensemble, sans aucune limite, à quoi ressemblerait-elle ? Quelle est la contribution que nous voulons apporter au monde, ensemble ? Quelle est la plus grande aventure que nous pourrions vivre ? Je ne suis pas un enquêteur. Je suis un archéologue de nos désirs les plus profonds. J'écoute les réponses de mon partenaire avec la même présence totale que d'habitude. Je cherche les thèmes communs, les valeurs qui se chevauchent, les énergies qui résonnent. Je partage mes propres rêves avec la même vulnérabilité. Et à partir de cette matière première de rêves individuels, nous commençons à tisser. Nous construisons une vision pour le tiers sanctuaire. Ce n'est pas un plan rigide, c'est une étoile polaire. Une image du futur si belle, si inspirante, si alignée avec nos deux âmes qu'elle nous attire vers elle. Cette vision devient le pourquoi qui nous unit. Elle donne un sens à nos efforts quotidiens. Elle est le critère qui nous aide à prendre les grandes décisions. Elle est le rappel de notre mission commune lorsque nous traversons des moments difficiles. Nous ne sommes plus deux individus qui partagent un présent. Nous sommes les co-capitaines d'un même navire, naviguant vers une destination exaltante que nous avons nous-mêmes choisie. Chapitre 11. Je soutiens inconditionnellement la croissance de mon partenaire. La vision commune est notre étoile polaire. Mais le navire n'est pas seulement composé du tiers sanctuaire. Il est composé de 3 entités, moi, toi et nous. Pour que le nous prospère, le moi et le toi doivent également prospérer et évoluer. Je comprends que l'une de mes missions les plus sacrées à l'intérieur de la relation est d'être le plus grand champion de la croissance de mon partenaire. Je ne vois pas sa croissance comme une menace pour notre stabilité. Je la vois comme un cadeau pour notre écosystème. Je suis son plus grand fan. Je crois en son potentiel plus qu'il n'y croit parfois lui-même. Je lui tiens le miroir qui lui rappelle sa magnificence. Mon soutien n'est pas passif, il est actif. J'écoute ses aspirations et je l'aide à concevoir des stratégies pour les atteindre. Je lui crée l'espace et le temps nécessaires pour qu'il puisse poursuivre ses passions. Je le mets au défi quand je le vois jouer petit. Mon soutien est inconditionnel. Il n'est pas dépendant du succès de ses entreprises, qu'il réussisse ou qu'il échoue dans ses projets. Mon admiration pour son courage de grandir reste intacte. Je ne suis pas son coach ou son thérapeute. Je suis son partenaire d'évolution. Je sais que chaque nouvelle compétence qu'il acquiert, chaque nouvelle sagesse qu'il intègre, ne l'éloigne pas de moi. Au contraire, elle l'enrichit. Et en devenant une version plus complète de lui-même, il apporte cette richesse dans le tiers sanctuaire, nous élevant tous les deux. L'amour n'est pas de se regarder l'un l'autre, c'est de regarder ensemble dans la même direction, tout en s'assurant que chacun est la version la plus forte et la plus brillante de lui-même pour le voyage.
Chapitre 12. Mon amour est conscient, inconditionnel et en évolution continue. Je contemple le tiers sanctuaire que nous avons construit. Il est un chef-d'œuvre de l'architecture de l'âme. Il a été bâti sur les fondations de notre complétude individuelle, avec les matériaux de la communication honnête, de l'écoute profonde et de la responsabilité radicale. Il est décoré par la passion de notre polarité et illuminé par la lumière de notre vision commune. L'amour qui habite ce lieu a une qualité particulière. Ce n'est pas l'amour réactif et dépendant du passé. C'est un amour d'un ordre supérieur. Mon amour est conscient. Il n'est pas un état que je subis, une émotion qui va et vient au gré des circonstances. C'est un choix que je refais chaque jour. C'est une pratique. C'est une compétence que j'affine. C'est un verbe, pas un nom. Mon amour est inconditionnel. Je ne dis pas « je t'aime » parce que, je dis « je t'aime », point. Mon amour pour mon partenaire n'est pas conditionné par son comportement, par sa capacité à répondre à mes besoins, par le fait qu'il soit la personne que je veux qu'il soit. J'aime l'être dans sa totalité, avec ses lumières et ses ombres. Mon amour est en évolution continue. Il n'est pas statique, il se transforme à mesure que nous nous transformons. Il a connu les flammes de la passion, la profondeur tranquille de la camaraderie, la sagesse de l'interdépendance. Il continue de grandir, de s'approfondir, de trouver de nouvelles formes d'expression. Ce n'est pas une destination à laquelle nous sommes arrivés. C'est un voyage infini que nous explorons ensemble. Chapitre 13. Notre relation est un havre de paix, de passion et d'inspiration mutuelle. Je suis dans le tiers sanctuaire. Je ressens la qualité de cet espace. C'est un champ de force palpable, une atmosphère que nous respirons. C'est un havre de paix. C'est le lieu où nous pouvons déposer nos armures, où nous pouvons être totalement nous-mêmes, vulnérables et imparfaits, en sachant que nous serons accueillis avec une acceptation totale. C'est notre base, notre point de recharge, le refuge que nous opposons au chaos du monde extérieur. C'est un foyer de passion. Ce n'est pas un lieu de repos ennuyeux. C'est un espace vivant, vibrant, où le jeu, la séduction, l'aventure et le désir sont non seulement les bienvenus, mais cultivés. C'est le lieu qui nous rappelle que nous sommes des êtres vivants, dynamiques, magnétiques. C'est une source d'inspiration mutuelle. C'est notre laboratoire de croissance, notre dojo d'évolution. Nous sommes les témoins et les catalyseurs de la transformation de l'autre. La relation ne nous rend pas plus petits, elle nous rend plus grands. Elle nous inspire à être les versions les plus nobles de nous-mêmes. Notre relation n'est pas une cage, c'est une rampe de lancement. Ce n'est pas une fin en soi. C'est un moteur pour notre croissance et notre contribution au monde. C'est l'œuvre d'art la plus importante de notre vie. Et c'est une œuvre que nous continuons de peindre chaque jour avec amour, avec conscience et avec une immense gratitude.